D'abord, bonjour, bienvenue à tous sur cette session. Donc on va parler de la future version du framework.NET qui est actuellement en preview, donc le framework.NET 4.5. Donc je me présente, je m'appelle Roch Baduel, je suis architecte pour la société MC Next. Je suis également MVP alors sur un autre sujet, sur BeeStalk. Alors je vais juste brièvement dire quelques mots donc, sur mon employeur. Donc MC Next, c'est une société qui a été fondée en 2007, qui est présente à Paris, à Lyon et à Genève, qui compte 150 collaborateurs. Alors notre particularité, on fait que du Microsoft, essentiellement en développement, et on est structuré autour de 4 pôles. Donc un pôle .NET, un pôle SharePoint, un pôle Business Intelligence et puis un pôle BeeStalk. Donc c'est moi qui m'occupe du pôle BeeStalk. On a également une web agency qui s'appelle Plaza Design, qui est spécialisée sur le design autour de SharePoint et puis des technologies innovantes. Voilà, c'était tout pour MC Next. Donc on peut commencer. Alors, le sujet de la session, donc le .NET Framework, on va revoir brièvement ce qu'on entend par .NET Framework. Et donc l'objectif de la session, ça va être de vous montrer d'abord les nouveautés qui concernent tout le monde. Donc les parties, on va dire, centrales. Donc il y a une partie notamment asynchrone, il va y avoir des petites choses également que tout le monde utilise comme MEF ou bien comme WCF. Et puis on va également aborder les autres briques, mais là peut-être un petit peu plus brièvement, sachant qu'il y a des sessions complémentaires. Donc je donnerai également des pointeurs vers ces sessions. Et alors tout ça, je voulais le faire également en partie, en m'appuyant sur des démonstrations pour que vous puissiez voir un petit peu la mécanique. Et puis on finira éventuellement par quelques questions-réponses. Alors, première chose, le framework.NET. Alors, basiquement, si on regarde le framework.NET, on peut dire qu'on peut le décomposer en deux grandes parties. On va avoir donc ce que je vous ai mis en bas. En gros, c'est le moteur, la CLR, donc le Common Language Runtime. On va avoir donc le moteur qui gère l'allocation de la mémoire, qui va gérer les exceptions, qui va gérer le versionnement, qui va gérer tout ça. On peut éventuellement inclure là-dedans, enfin ce qui est dans le diagramme, ce qu'on appelle la BCL, donc c'est des classes de base que tout le monde va utiliser. Et puis au-dessus de cette brique, ce qu'on va trouver, c'est un ensemble de technologies. Donc on va trouver des technologies qui permettent de développer des applications, on va dire pour la plateforme Windows avec la stack WPF ou bien WinForm. Pour la partie web, avec ASP.NET, on va trouver également un framework de communication, WCF. Enfin, on va trouver tout un ensemble de briques. Donc moi, je vais me focaliser beaucoup sur la partie qui va être, on va dire, commune, un petit peu à tout le monde, et puis on va parler des briques qui sont au-dessus. Alors maintenant, le framework 4.5. Alors avant de parler du framework 4.5, je vais revenir un petit peu en arrière, voire beaucoup en arrière. On va revenir à la première version. Donc la première version de .NET, elle est sortie en 2002. Et puis ensuite, on a eu une deuxième version qui est sortie, qui est la version 1.1. En fait, c'était une version, on va dire, on peut dire side by side, on pouvait avoir les deux versions, donc elles étaient pas vraiment compatibles. Et puis ensuite, on a eu la version 2, on est resté dans la même philosophie, donc à chaque coup, on changeait de framework. À partir de la version 2, ce qui s'est passé, c'est que les versions suivantes du framework, en fait, sont venues se greffer sur la version 2. C'est-à-dire que c'était des compléments. La version 3 apportait WPF, WCF, plusieurs briques, et elle venait se greffer sur la version 2. Mais c'était toujours le cœur de la version 2 qu'on trouvait. Et puis la version 3.5, c'est pareil, on se greffer dessus. Alors avec quelques petites modifications, dans le framework de base .NET 2, quand on installe le 3.5, il peut y avoir quelques toutes petites incidences. C'est assez rare qu'on les rencontre, ça m'est déjà arrivé une fois. Alors, depuis 2010, on a le framework 4. Le framework 4, c'est un nouveau framework. Et on ne pouvait pas venir le greffer par-dessus le 3.5. Donc on a repris une nouvelle stratégie, top, nouveau framework. Et bien le framework 4.5, lui, ça va être un add-on, un update sur le framework 4. Alors par contre, bon, c'est un update, mais je ne sais pas si vous avez vu mon petit dessin, vous voyez que le petit rectangle 4.5, il s'ancre pas mal dans le 4.0. Et ça veut dire simplement qu'il va y avoir des modifications des classes du framework 4.0. On verra ça notamment en démo. On va voir qu'il y a des méthodes qui vont se rajouter, notamment pour gérer l'asynchrone, puis il y a d'autres modifications. Mais on va dire, globalement, normalement, ça reste compatible. Ça a été vraiment testé. D'ailleurs, je vous engage aussi à tester pour vérifier que vos applications, elles fonctionnent bien,
tel quel sur le framework 4.5. Alors, je vous disais, il est actuellement en preview, hein. Il y a possibilité de le télécharger, donc ce n'est pas une bêta, c'est une preview. Et il sera disponible au travers de Windows Update, donc ce sera une mise à jour. Et vous pourrez également l'inclure dans vos MSI directement pour pouvoir le distribuer. Voilà, donc c'est tout sur le framework.NET, c'était pour repositionner un petit peu, et puis aussi vous signaler qu'il va y avoir quelques petits impacts, quelques modifications sur le framework 4. Donc on va attaquer tout de suite le premier sujet. Alors j'ai appelé ça l'asynchrone au cœur du framework. En fait c'est l'asynchrone, la programmation parallèle. On va voir qu'il y a des briques qui avant étaient en CTP, en preview, et qui maintenant vont faire partie du framework, vont être intégrées au framework. Donc on a déjà une première brique dont certains ont déjà entendu parler, voire manipulé, qui était en CTP, qui s'appelle Async Await. Donc cette brique-là, elle est actuellement en CTP, vous pouvez la tester sur Framework 4, mais elle va être intégrée au Framework 4.5, donc disponible pour usage. Et puis, il va y avoir d'autres petites choses. Il y a une notion de task qui a été introduite avec le Framework 4. Elles ont été étendues dans le cadre du Framework 4.5. Je vous ai dit également qu'il y avait eu des modifications sur le Framework 4 suite à l'update du 4.5. On va rajouter des méthodes pour gérer de l'asynchrone. Et enfin, une autre brique qui est actuellement aussi en CTP, qu'on appelle les data flows. Ça va être intégré au Framework 4.5. Donc, ce qu'on va voir, on va voir un petit peu tout ça. Alors, avant que j'attaque, le premier sujet qui va être Async Await, je précise juste, c'est que l'asynchrone, c'est très très important. Actuellement, on se rend compte que on peut le prendre comme une tendance. Si on regarde, vous regardez les outils de développement, enfin les technologies de développement actuelles, vous prenez par exemple du HTML5, vous avez ce qu'on appelle les promises, je crois. Voilà, qui permettent de faire de l'asynchrone. Vous faites du Silverlight, vous vous rendez compte que dès que vous appelez un web service, c'est en asynchrone. De plus en plus, vous allez trouver de l'asynchrone. Et puis, du traitement parallèle également, du fait simplement qu'on veut pouvoir exploiter la puissance des machines. On a des microprocesseurs maintenant qui sont multicœurs, donc autant les exploiter. Alors, je dis c'est aussi une nécessité parce que on est amené à faire des traitements importants dans les IHM. Et ce qui se passe, c'est que dans les frameworks actuels de développement, en fait, la gestion de l'interface utilisateur est faite par un seul fil d'exécution, un seul thread. Si jamais on effectue des traitements sur ce thread, on va bloquer l'IHM. On n'aura pas une IHM fluide. Et ce qu'on veut, à l'heure actuelle, c'est plutôt avoir des IHM fluides. Donc il faudra être capable de déporter ces traitements, de les faire en asynchrone et puis de pouvoir remettre à jour l'IHM. Donc c'est tout ça un petit peu les enjeux. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est vraiment pas nouveau. Ça existe depuis le début, je vous l'ai mis là, Framework 1, il y avait déjà des choses. Il y avait déjà ce qu'on appelait des méthodes begin et des méthodes end. Par exemple, là, vous avez begin read ou end read pour un stream. Donc on avait ce genre de choses. Ça existait déjà. Mais c'était pas obligatoirement très facile à utiliser. Donc, ça n'a pas été beaucoup utilisé au début, mais ça s'est amélioré avec chaque version du framework. Donc, on a eu différents modèles de programmation. Donc, le premier, Asynchronous Programming Model. Le deuxième, qu'on a vu émerger, qu'on utilise beaucoup en Silverlight, qui est basé sur des events. Et le troisième, qui est apparu avec le framework 4, c'est la programmation avec les tasks. Donc, on va voir tout ça. Exemple de l'Asynchronous Programming Model, donc modèle, version un petit peu améliorée parce qu'on voit que là, vous voyez la petite flèche avec les accolades, c'est pas du framework 1, hein, clairement, mais en gros c'est la façon de faire en framework 1. Donc on appelait une méthode et on lui passait quelque part la méthode exécutée qui fera un N pour récupérer le résultat. Deuxième modèle. Peut-être vous êtes plus familier avec celui-là. C'est très simple, c'est des events. Hein. On a un objet, on s'enregistre dans un événement, on déclenche un événement, une méthode asynchrone, et puis on est rappelé par l'événement. Notre code est rappelé.
Donc ça permet par exemple, je lance un téléchargement et j'ai un event qui va me rappeler et puis je vais pouvoir mettre à jour l'IHM. Donc ça c'est le modèle de programmation par exemple Silverlight. Alors, autre modèle de programmation introduit avec le framework 4, c'est les tasks. Alors qu'est-ce que c'est qu'une task? Bon, c'est un objet et c'est un objet qui encapsule un traitement. Donc là vous avez un exemple de déclaration. Donc je déclare une task qui renverra un string potentiellement et qui encapsule un traitement. Donc là, en l'occurrence, j'essaye de downloader, j'appelle une méthode sur Web Client pour downloader une page HTML sous forme de string. Donc une fois que j'ai fait cette déclaration, j'ai en fait un objet qui représente ma tâche que je vais pouvoir démarrer et contrôler. Elle n'est pas encore démarrée. Alors, pour l'utiliser, il y a une première façon de faire. On peut simplement appeler la propriété result et récupérer le résultat. Quand on fait ça, on est dans un thread d'exécution et on bloque le thread et on attend jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Ce n'est pas de la synchrone, pas vraiment. Deuxième solution, les tasks, on peut les enchaîner. Je peux les combiner. Je peux dire, une fois que tu as fini, tu vas m'exécuter autre chose. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est je vais lui dire, une fois que tu as fini, tu vas récupérer le résultat et me le mettre dans une variable. Donc là, on est déjà un peu en asynchrone, mais ça va devenir compliqué à combiner. Si on va en enchaîner plusieurs, ça va commencer à être complexe. Vous verrez, j'ai un petit exemple. On va se faire une petite démo après. Et alors enfin, apparu avec... on l'a en CTP, je rappelle toujours, mais c'est dans le framework 4.5 et c'est plutôt lié au langage, donc à C#5 ou à VB11. Il faut savoir que les deux sont équivalents, c'est les mêmes mots-clés en général. Il y a juste une majuscule pour l'un et pas pour l'autre. Et on a la syntaxe await. Donc on peut faire ce qu'on appelle un await sur une tâche. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que la tâche va s'exécuter et ça va créer de manière transparente, c'est le compilateur en fait qui va générer ça, ça va générer une sorte de callback. C'est-à-dire que votre code, il arrive là-dessus, il lance la tâche qui s'exécute sur un autre thread, et puis ensuite, il va sortir, il va continuer à exécuter l'autre code, et à un moment donné, quand elle va se finir, elle va revenir exactement là où elle a été lancée, pour continuer à exécuter le code. Donc c'est pas bloquant, c'est de la synchrone. Donc c'est ça, on va dire qu'on va maintenant favoriser dans Framework 4.5. Alors comment ça fonctionne? Comment on utilise ces choses-là? C'est relativement simple. Il y a quelques petites règles. Pour pouvoir faire des appels comme ça sur des tasks avec l'opérateur await, donc qui vous permet d'avoir une callback de manière transparente, la première chose, c'est que la méthode dans laquelle vous allez faire ces appels, vous devez mettre, alors c'est ce que vous voyez en haut, là au début, la public async, vous devez mettre le mot-clé async. Donc vous marquez votre méthode comme étant à traiter de manière spéciale par le compilateur. Il va devoir analyser vos appels qui sont à l'intérieur, générer des callbacks de manière transparente. Ensuite, au niveau de votre méthode, vous devez soit ne rien renvoyer, void, soit vous renvoyer une task, de manière à ce qu'elle puisse elle-même être appelée par await. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on continue. Au niveau du nom, vous voyez qu'on met async dedans. Bon, c'est une convention de nommage. C'est une convention, c'est toujours bon de la respecter. C'est comme ça dans le framework, donc on essaie de la respecter. Donc on l'appelle async. Et puis, à l'intérieur, je vais pouvoir appeler des méthodes donc, qui renvoient des tasks de manière asynchrone, en utilisant l'opérateur await. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu plus bas, là vous avez await source.readAsync, ainsi de suite. Et ça peut même être combiné, vous voyez, il peut y en avoir plusieurs. Donc ça permet d'écrire un code de manière un petit peu séquentielle, comme si on l'écrivait de manière synchrone, mais on est bien là en train de faire de l'asynchrone. On ne bloque pas le thread appelant. Et une chose très importante, c'est quand on reprend l'exécution du code, on est dans le contexte où on l'a appelé. C'est-à-dire que si je l'appelle depuis un thread qui sert à mettre à jour l'IHM, je reviens dans ce contexte. Donc je peux le mettre à jour. Je peux mettre à jour l'IHM. On va commencer tout de suite par la première démo.
Alors, je vais lancer, je dois avoir ici, voilà, un petit projet dans lequel il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un projet console. Console. Non, WPF, excusez-moi. Alors, dans la partie WPF, ici, j'ai une listbox. Elle va me servir à afficher des choses. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Et puis ici, j'ai une méthode vide. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer, je vais d'abord écrire une méthode synchrone. Je vais tout simplement télécharger le contenu d'une page HTML sous forme de string. Je vais le stocker dans un fichier, puis au fur et à mesure, je vais rajouter dans ma listbox le fait que j'ai téléchargé. Donc pour faire ça, c'est relativement simple. Je vais faire je vais déclarer le web client peut-être là. Voilà, je vais utiliser l'objet web, la classe web client. New. Je fais une petite boucle classique. Voilà. Et puis à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler les méthodes du web client. Donc là, on va appeler download string. Voilà, donc ça c'est synchrone. Et puis je vais y passer une adresse, alors, je sais pas, au hasard. Pas trop d'idées. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, allez. Un site au hasard. Voilà. Et puis je vais récupérer le résultat. Donc voilà, je le mets dans une variable. Et puis je vais mettre à jour ma listbox. Items add. Je vais simplement dire que j'ai downloadé. Voilà. Un petit peu de formatage pour que ce soit plus joli. Voilà. Et puis enfin, je vais écrire ça de manière très classique sur disque. Donc j'utilise un writer. Voilà. Et puis ici, même chose. Ah bah, je vais repiquer ce qu'il y a au-dessus, tiens. Je suis un peu flemmard. Bien le copier-coller. Et puis je vais appeler comme ça. Sans espace. Voilà. Voilà qui est fait. J'écris le contenu. Et je ferme le writer. Et puis on va mettre à jour la liste également là, une fois que c'est écrit. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. C'est pas grave. Écrit. Ouais, hop. Voilà. Bon, ben là j'ai écrit un petit code et puis on va voir comment ça se comporte. Alors c'est tout en synchrone et on va voir ce que ça donne. F5. Alors c'est lancé quand je clique sur le bouton Go. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, j'essaie de déplacer ma fenêtre. Alors là c'est impossible. Remarquez, l'IHM elle est complètement fichée. Et une fois que ça a fini, d'un seul coup, tout apparaît. Donc ça marche, mais mon IHM elle est complètement figée. Donc il y a certainement des solutions un petit peu meilleures. Alors je vais vous montrer comment on fait avec des tasks. Donc on va prendre cette méthode-là, doItTapBug. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle bug. Ça, bon, je vous laisse deviner. Et puis on va commencer à écrire quelque chose. Voilà. Donc, alors je n'ai pas tout tapé là, c'est un petit peu plus rapide. Je vous montre ce que j'ai écrit. Donc une petite boucle. Donc pareil, j'utilise un web client. Et sauf que là, vous voyez que je crée ici, je vais créer une task qui représente en fait
qui renvoie le résultat et qui utilise download string. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que cette task, je vais lui dire, une fois qu'elle s'est finie, de continuer avec une autre task pour faire tout ça en asynchrone. Parce que si j'essaie de lire le résultat directement, je bloque. Donc c'est pas très, très intelligent. Donc je lui dis, une fois qu'elle s'est finie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller mettre à jour ma listbox, et puis tu vas écrire dans un fichier, voilà. Et puis une fois que tu as fini d'écrire, ce que tu vas faire, tu fermes et tu me mets à jour ma listbox. Bon, on voit que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors je vais d'abord m'arranger pour que ça lance cette méthode-là et pas l'autre. Donc ici, voilà, et puis je vais faire F5. Et on va voir ce qui se passe. Donc elle s'appelle bug, alors en général c'est mauvais signe. Ah, que se passe-t-il? Ça va me faire mentir, j'ai bien cliqué. Attendez, je reclique. Oui. Oups. Oui, tab bug. J'ai toujours une démo qui marche pas bien. F5. Go. Ah oui, j'ai oublié de démarrer, exact, j'ai oublié de démarrer la task. Je m'étais mis un petit piège dans ma démo. C'est vrai qu'il faudrait peut-être la démarrer. Donc là, au passage, vous voyez que vous avez un objet qui vous permet de contrôler ce traitement. Et donc, en l'occurrence, de le démarrer. Voilà, F5. Et maintenant, go. Voilà. Bah, on a une exception. Et cette exception, elle nous dit quoi? Elle nous dit... Ok, là, tu as essayé d'exécuter du code, mais tu étais dans un autre thread, dans un autre contexte d'exécution, et tu essayes de mettre à jour l'IHM. Ah, non, c'est pas possible depuis celui-là. Ça doit se faire depuis ce qu'on appelle le thread 8, celui qui gère l'IHM. Ok, bon, eh ben, on va essayer de corriger ça quand même. Donc, pour corriger ça, c'est relativement simple. Bien que le code va commencer à encore se compliquer un petit peu, c'est que nos appels ici, on peut utiliser ce qu'on appelle l'objet dispatcher, qui va programmer quelque part ces exécutions pour qu'elles se fassent sur le thread 8. Donc, si je viens ici, voilà, j'ai un petit modèle pour le dispatcher. Vous voyez, c'est comment ça fonctionne. On utilise le dispatcher et je lui dis, tu m'invoques ça de manière asynchrone sur le thread 8. Donc voilà, tu fais ça sur le thread 8. Et puis alors comme ici j'ai encore autre chose où je modifie l'IHM, on y va. Voilà. Et je lui dis, tu fais ça là. Alors si je l'exécute là, normalement ça va toujours planter. Hein. Tout simplement parce que la méthode va se vexer parce qu'elle s'appelle encore bug. Donc on enlève bug. Voilà. Et F5. Donc j'exécute, et là vous voyez que l'IHM se met à jour au fur et à mesure. Alors par contre, on peut constater quelque chose quand même d'un petit peu particulier, c'est que c'est vraiment de l'asynchrone et on ne contrôle pas le moment où ça va se finir. Donc vous voyez que c'est pas dans l'ordre, il y a un moment donné, ça va... C'est pas je download, j'écris. Donc c'est un peu difficile de contrôler le séquencement. Et ça peut être embêtant aussi. Alors, je vais vous montrer maintenant la troisième façon de faire. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez déjà le code, là, il est quand même un petit peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon code synchrone, là, ici, et puis je vais l'appeler sync, et je vais le transformer en asynchrone. Donc pour faire ça, alors la recette, on met le mot-clé async déjà pour préciser qu'on va utiliser du await. Et ensuite, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser les méthodes synchrones. Je vais utiliser la variante asynchrone. Et je mets devant le mot-clé await.
Voilà. Alors on a pareil ici. Ah, alors là, ça c'est intéressant. Parce que write-async, est-ce que vous croyez que ça existe dans le framework 4, ça? Moi, je crois pas. C'est une modification apportée par le 4.5. Et ben, je pense que c'est tout. Et ben, on fait F5, on va regarder ce que ça donne. Ah, j'ai fait une petite erreur, ça arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est une URI. Ah, oui. C'est bête. Voilà. Ah, bah oui. Je suis toujours... Qu'est-ce que je fais? URI adresse. Le node. Comment ça? Ah, ouh là là. Ah, attendez, j'ai la version, je l'ai plus bas. Hein, on va pas chercher, c'est toujours comme ça quand. Donc là voilà, c'est plus simple. Qu'est-ce que j'avais fait? Ben, pourtant elle est pareille. Ah, task async. Oh oui. C'est toujours comme ça dans les démos. Alors, les task async en plus a été introduite aussi par le framework 4.5. Donc, voilà. Allez, F5. Bon, ben là, vous voyez que c'est déjà c'est séquentiel, mais par contre l'IHM n'est pas bloqué. Donc ça s'exécute bien en asynchrone. Voilà. Alors si on regarde un petit peu le code, je redescends, et ben vous voyez que ça ressemble furieusement à du code synchrone. Voilà, mais ça c'était la première démonstration. Donc j'aurais pas non plus manqué à ma tradition, à savoir de rater un petit peu une démo, mais de la reprendre derrière. Voilà. Ok. Alors, juste un petit récap sur await async. Première chose, quand vous voulez appeler, donc utiliser l'opérateur await, vous marquez votre méthode async. Elle doit soit renvoyer void, soit renvoyer une task. À l'intérieur, quand vous appelez des méthodes asynchrones, donc qui renvoient des tasks typiquement, bah vous utilisez l'opérateur await. Quand le traitement asynchrone a fini, en fait, la méthode, quelque part, reprend son exécution. Mais le thread appelant n'avait pas été bloqué entre-temps. Et elle reprend dans son contexte. Donc exactement dans le même contexte, avec les mêmes variables sur le même thread. Et surtout, voilà, le point hyper important, c'est qu'en fait, vous avez vu, j'ai pris un code synchrone, je l'ai transformé en asynchrone, ça vous permet d'écrire de l'asynchrone de la même manière que vous écrivez du synchrone. Et ça, c'est plutôt sympathique. Alors, pour continuer sur l'asynchrone, juste quelques petites choses sur les tasks. Dans le framework 4.5, elles ont été un petit peu enrichies. Donc, on a quelques... Alors, j'ai fait une petite sélection. Hein. Il y en a encore d'autres. Hein. Il y a plus que ça. Mais il y a des nouvelles méthodes qui ont été rajoutées. Donc là, je vous en ai listé. Task.run pour démarrer rapidement une task. Le délai également qui permet de créer une task qui correspond simplement, qui attend un certain temps avant de se finir. On a également des opérateurs. Ça, c'est assez sympa. Hein. Ça permet de combiner des tâches et de créer une tâche qui va se finir, soit quand toutes les autres tâches seront finies, ou soit quand une sera finie. Voilà, puis d'autres petites choses. Donc elles ont été enrichies, je vous engage à regarder un petit peu ce qu'il y a de disposition.
sur ces tasks. Ok. Alors, deuxième sujet, toujours, alors c'est plus tout à fait de l'asynchrone là. Là, on va parler de programmation parallèle, c'est les data flows. Alors juste un petit sondage, qui a déjà fait du data flow? Vous pouvez lever la main? Ouais, ok. Alors c'est pas obligatoirement très très connu, c'est en CTP et ce sera dans le framework. Donc c'est toujours intéressant à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit, comment dire, on va recevoir des données qu'on veut traiter, on veut faire quelque chose avec ces données, et puis on écrit le traitement qui va traiter ces données pour générer. Eh ben, dans le cadre des data flows, ça va être un petit peu différent. On va plutôt partir du traitement et après on va injecter des données. C'est-à-dire qu'on va utiliser des blocs qui effectuent des traitements, on va les combiner pour effectuer une opération et ensuite on va injecter des données et les ressortir. Je vais prendre un exemple. Supposons que je fasse du traitement audio. J'ai un bloc qui me permet d'augmenter les graves, puis un deuxième qui permet de rajouter de l'écho, puis un troisième de la réverbération, un quatrième de passer de gauche à droite. Ces blocs-là, je peux les combiner pour effectuer un traitement particulier, un effet sonore. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que je les ai assemblés, je vais injecter des données dedans, et de l'autre côté, je vais récupérer le traitement. C'est un peu cette approche sur les data flows. Ce qu'on appelle un traitement un peu en mode pipeline. Alors, pour être un peu plus précis, donc qu'est-ce que c'est? C'est les objets qu'on va trouver, donc je vous ai mis la DLL, donc threading, task, data flow. Et en fait, ça va nous permettre de déclarer des traitements au travers de ce qu'on appelle des blocs. Un bloc, c'est quoi? C'est un objet qui va recevoir des messages, des données, et qui soit va effectuer des actions quand il va les recevoir, soit potentiellement va en ressortir, soit après traitement, va ressortir d'autres choses sur la sortie. Et puis ces choses-là, on va pouvoir les combiner. Ça va nous permettre de faire des réseaux quelque part, des traitements, alors soit en pipeline, les uns derrière les autres, les enchaînés, on va pouvoir les chaîner un par un, ou soit créer des réseaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bloc qui va se connecter à plusieurs autres, qui va sortir sur plusieurs autres. Et chaque bloc s'exécute, alors là, en parallèle. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas sur le même thread, c'est que c'est exécuté, le traitement va être exécuté par un thread qui va être alloué, alors typiquement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, sur le thread pool, c'est-à-dire qu'on va, en gros, il va y avoir un thread qui va être alloué. Il y a un pool de threads en .NET. Donc, quand un bloc va s'exécuter, il va s'exécuter sur un bloc qui est alloué là-dessus. Voilà. Ça peut changer ça aussi. Donc, c'est les traitements qui peuvent s'effectuer en plus, en parallèle. Alors, pour vous montrer un petit peu plus de manière concrète, voilà comment ça se passe. Pour déclarer un bloc, alors là, c'est le bloc peut-être le plus simple, ce qu'on appelle un action block. Moi, je vais utiliser donc un type générique et je vais préciser le type de données qu'il reçoit en entrée. Un action block, c'est quelque chose qui reçoit des données, qui effectue un traitement. Donc là, il fait process de i. Bon, on ne sait pas ce que c'est que process, mais il reçoit des données et il fait process de i. Ensuite, une fois qu'on l'a déclaré, donc il existe, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une instruction pour aller lui envoyer des données, sachant que lui les exécute sur un autre thread. Et des piles les exécute. Donc comment ça se passe? Voilà, on fait bon là c'est une petite boucle. On utilise une instruction qui s'appelle post. Et je lui envoie des données, je lui envoie des entiers. Au fur et à mesure que je vais les envoyer, en fait ce qui va se passer, c'est que les données, elles vont s'empiler dans une queue, et le bloc, lui, il va dépiler sur un thread les données et les traiter. De manière, on va dire, asynchrone. On a un découplage entre l'émetteur qui envoie les données et le bloc qui les consomme. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc si on faisait que ça, c'est intéressant, mais ça peut être un peu limité. On a la possibilité de connecter les blocs.
Donc comment ça fonctionne? Je vous ai mis quelques exemples. Donc je vous ai parlé de l'action block. Hein. Il reçoit des données, il fait effectuer un traitement. On a la possibilité aussi d'avoir des blocs qui reçoivent en entrée quelque chose et qui génèrent quelque chose en sortie. Auquel cas, on va pouvoir, par exemple, leur sortie, la connecter à un action block. Donc c'est le cas du transform block, qui lui va prendre par exemple un string en entrée, puis sortir un int en sortie. Il va passer d'un type à un autre. On en a d'autres comme le broadcast, qui permettent d'envoyer vers plusieurs blocs, join block, et ainsi de suite. Je vais vous en montrer en démo. Hein. Donc quand on les connecte, qu'est-ce qui se passe? On peut créer des sortes de réseaux de blocs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir injecter des données sur un des blocs en entrée, puis lui, il va aller sur un autre, et sur un autre, et sur un autre, et ainsi de suite. Donc vous avez différents types de constructions qui sont possibles. Voilà, ça c'est le principe. Alors, je vous propose de voir en démo, ce sera peut-être un peu plus parlant. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais laisser tomber ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de très très simple. C'est juste déjà pour voir les bases. Puis comprendre un peu le fonctionnement et l'enchaînement des blocs. Donc, première chose, ce que je vais faire tout simplement, c'est déclarer un action block. Regardez, j'en ai déclaré un. Donc, qu'est-ce que c'est que cet action block? Donc, on lui envoie des strings en entrée. Donc, il s'exécute en parallèle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un console.writeLine. Pas très original. Hein. Maintenant, on va le tester tout de suite. Je vais faire post, je lui envoie des données. Et puis, je vais faire, voilà, je vais faire alpha. Je vais envoyer quelques-unes quand même. Je ne vais pas lui envoyer que du alpha, c'est pas très drôle. On va mettre bravo. Un autre bravo, et puis un delta là. Voilà. Bon, on va exécuter, puis on va regarder ce qui se passe. Bon, on s'y attendait. Sur la sortie, on a simplement écrit sur la console. Bon, tel quel, ça ne sert pas beaucoup. Hein. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On va enchaîner d'autres blocs. Donc, par exemple, je peux déclarer ce type de bloc-là. Qu'est-ce que c'est que ce type de bloc? Alors, transform many block. Ça signifie qu'en entrée, il reçoit un message et en sortie, il peut sortir entre 0 et n messages du même type. Enfin, là, en l'occurrence, du même type parce que j'ai choisi string et string des deux côtés. Et alors, si on regarde sa définition, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Si, en entrée, on t'a envoyé un string qui commence par A, tu retournes, rien du tout. Tu retournes un enumerable empty, donc rien. Pas de message. Sinon, tu retournes la chaîne de caractères. Donc, en fait, c'est un filtre que je viens d'implémenter. Ça supprime tous les A, tout ce qui commence par A. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de filtrage. Ensuite, on va prendre le suivant. Là, j'ai un transform block. Un transform block, ça prend un message d'un type en entrée et ça sort de l'autre côté un message d'un autre type. Un pour un, à chaque fois. Et regardons ce qu'il fait. Regardez. Thread.sleep. Bon, il prend son temps. Et puis, il renvoie une chaîne de caractères mise en majuscule. Donc, ça effectue un traitement, ça met en majuscule. Bon, maintenant qu'on a nos blocs, ce qui peut être sympa, c'est de les agencer entre eux. Alors, pour faire ça, on a une instruction qui s'appelle link_to. Donc, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez, je prends ce bloc-là, donc le transform block, et je dis que sa sortie va alimenter le transform many block qui est au-dessus. Je fais link_to. Et je vais dire que celui qui est au-dessus, il va alimenter l'action block qui est au-dessus. Donc on voit, je vais passer par un to-upper, après un filtre, et enfin je vais passer sur l'action block. Pour tester ça, il ne me reste plus qu'à alimenter tout ça. Alors du coup, je vais poster plutôt directement sur le transform block, ici.
Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Donc normalement, voilà, vous avez vu, tous les alphas ont été supprimés. Alors je vais juste terminer par une petite chose. Je vais mettre ici quelque chose juste pour vous montrer que c'est bien exécuté en parallèle. Simplement, je vais mettre une boucle qui écrit toutes les 300 millisecondes un point sur la console. Et regardez ce qui se passe. Je fais F5. Vous voyez que ça continue à écrire, donc le thread est toujours actif, et on a bien des écritures qui se font en parallèle. Voilà. Donc ça, c'était les data flows. Ok. Alors, si vous voulez plus d'infos sur ces choses-là, sur le sync, wait, sur les data flows, alors notamment sur les data flows, vous avez un excellent article d'Éric Vernier avec un très belle démo, et donc est disponible en plus en VB et en C#. Et puis sinon, il y a un blog développement parallèle. Alors, je ne sais pas si c'est super lisible vu que c'est en bleu là. Alors, vous arriverez facilement à retrouver de toute façon. Hein. Ok, ben on continue et donc sur les nouveautés core, là on a vu déjà c'est quelque chose qui est vraiment très important, ces deux briques là au niveau du framework 4.5. Hein. D'autant plus maintenant elles vont être disponibles réellement dans le framework. Donc, mais il y a encore d'autres nouveautés. Donc, alors je précise, c'est encore une sélection, hein, c'est pas exhaustif. Hein. Parmi les nouveautés, ce qu'on va voir apparaître également, c'est une nouvelle API. Donc HTTP en fait, qui vont nous donner un contrôle très bas niveau sur les requêtes HTTP, donc sur les headers, sur les verbes qu'on va utiliser. Donc c'est plutôt une API à privilégier. Donc c'est system.net.http. Ensuite, il y a eu également ça s'appelle en fait la version 2 de MEF, donc Manage Extensibility Framework. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, MEF, en fait c'est un framework, alors c'est disponible dans le framework 4 et dans Silverlight, je crois depuis Silverlight 4, je ne dis pas de bêtises. C'est également disponible, enfin on peut l'essayer également sur une plateforme. Ça permet de faire un petit peu ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Imaginez que vous avez un objet qui effectue des traitements et qui doit loguer ces traitements. Pour loguer ces traitements, il utilise un autre objet. Cet autre objet, il est représenté par une interface. Cette interface, c'est eLogger. Okay. Dans certains cas, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir changer l'implémentation du eLogger. Donc, pouvoir juste avoir dans notre objet qui utilise le logger une propriété dans laquelle il y a un logger, et lui va l'utiliser sans savoir ce que c'est. Pour faire ça, traditionnellement, on utilise donc des frameworks qui nous permettent de faire l'injection de dépendance. C'est-à-dire que sur la propriété où c'est marqué, où on va stocker le eLogger, il y a un petit attribut qui dit j'ai besoin d'un eLogger. Et puis il y a d'autres classes à côté qui disent moi je suis eLogger. Et j'ai un attribut qui dit je peux faire eLogger. Et à côté de ça, on a un framework qui nous permet de composer et donc d'instancier la bonne implémentation et de la coller dans la propriété. Avec ça c'était MEF 1. Avec MEF 2, on a en plus le support de la composition sans attribut. Donc, avec MEF 1, on utilisait des attributs export et import pour flaguer en fait les contrats qu'on souhaitait importer, exporter. Et maintenant, on a la possibilité de faire de la composition basée sur des règles. Ces règles, ça peut être simplement, par exemple, des règles de nommage, ou bien le fait qu'un objet implémente une interface. Donc, du coup, ça nous permet d'utiliser des objets qui n'ont pas été prévus pour être importés par MEF, c'est-à-dire qui n'ont pas les attributs. Petit détail d'implémentation, ça c'est pour ceux qui ont envie vraiment de creuser un petit peu au niveau réflexion, ça s'appuie sur quelque chose de nouveau, qui est ce qu'on appelle un reflection context. Donc un reflection context, ça va permettre en fait
quand on va vouloir examiner des objets, de pouvoir la voler, les modifier, enfin injecter, en l'occurrence MEF injecte des attributs. Il récupère un objet qui n'avait pas l'attribut et lui injecte un attribut export. Voilà. Bon, je rentre pas dans le mécanisme, c'est un petit peu poussé. Autre chose également, que vous connaissez certainement déjà, parce qu'en fait ça a été introduit avec Silverlight, c'est les Portable Library. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept va être étendu à toutes les plateformes. Alors les Portable Library, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de plusieurs frameworks. Alors en l'occurrence Silverlight, le framework .NET, éventuellement framework utilisé sur Xbox, Windows Phone également. Donc c'est un sous-ensemble et ça vous permet de créer des assemblées qui seront compilées, binaires donc, et que vous pouvez utiliser telles quelles. Alors bien sûr, on ne fait pas tout avec. Hein. C'est essentiellement pour stocker ce qu'on a des modèles, voilà, des entités, des classes d'entités. Enfin, voilà. Ok. Je continue sur WCF. Alors WCF, je pense que tout le monde normalement utilise un petit peu. Donc là, on a des nouveautés assez sympathiques. Première chose qu'on attendait depuis très longtemps, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du contract first, c'est-à-dire vous devez écrire un web service et on vous a donné un WSDL. On vous dit voilà ce que doit faire votre web service. Jusque-là, c'était plutôt pénible, hein. On n'avait pas vraiment d'outils, il fallait le faire à la main. Et maintenant, on a la possibilité de générer directement le corps du web service, le C# ou le VB, à partir du WSDL. Donc ça se fait avec SVC utile, il y a un petit switch service contract. Ensuite, on a une autre option, ce qu'on appelle le single WSDL. Je vais vous montrer en démo. Dans un web service, dans les versions précédentes, il arrivait souvent que les WSDL soient scindés en plusieurs parties, qu'il y ait des imports. Et ça pose des fois des problèmes de compatibilité avec d'autres plateformes. Donc là, on a la possibilité d'en générer un qui contient tout. Et puis, bon, après le reste, support de web HTTP au travers de nouveaux bindings, des WebSockets à travers des bindings net HTTP. On a une configuration simplifiée des fichiers de configuration client. Pour ceux qui ont fait du WCF, quand vous faisiez de service référence, dans votre app.config ou dans votre web.config, vous aviez des bindings qui étaient déclarés, vous aviez toutes les valeurs par défaut, les timeouts, les quotas, tout ça qui étaient déclarés. Maintenant, en fait, si vous n'avez pas, les valeurs n'ont pas changé par rapport aux valeurs par défaut, ils n'y seront pas. Ce sera beaucoup plus simple au niveau des fichiers de configuration client. Voilà. Et puis il y a une petite chose rigolote que je vais vous montrer, c'est le PestXML as class. Alors ça c'est plus du Visual Studio, mais bon, je l'ai mis dans cette catégorie, puis je trouve ça assez rigolo. Je vais tout de suite vous montrer ça en démo. Alors, on va fermer Visual Studio. Puis je vais passer sur WCF. Alors, première chose, ici j'ai un web service. Voilà. Un web service qui est déployé. On va aller regarder le WSDL. Je clique dessus. Alors, il est tout petit. Hein. Il est tout petit, mais si vous regardez ici, vous avez un import. Voilà. Il a été coupé en plusieurs parties. Ça peut poser des problèmes de compatibilité avec certaines plateformes. Voilà. On a maintenant une option Single WSDL. Si je viens là, il n'y a plus d'import. Et maintenant, toutes les parties schéma et autres ont été embarquées dans le WSDL. Voilà, donc ça c'est l'option Single WSDL. Maintenant, je vous ai parlé du Contract First. Là j'ai un WSDL. Parfois j'ai besoin de générer un service à partir de ce fichier. Donc pour faire ça, on va y aller, voilà. Je vais prendre juste ça. Mais j'ai une option dans SVC utile. / service contract. Et puis, hop.
Voilà. Si, je ne le vois pas apparaître. F5. Ah oui, il me l'a généré ici. Notepad, calque. Voilà. Il m'a généré en fait le code du contrat. Donc l'interface. Alors là, c'est extrêmement simple. Mon web service, c'était juste une méthode. Voilà. Mais donc il a inclus les namespaces qui vont bien, les méthodes et ainsi de suite. Donc appliquer des WSDL plus importants, ça fait gagner quand même pas mal de temps. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une petite chose que je trouve très rigolote. Alors on va aller sur un site au hasard. Voilà. Et puis je vais lancer Visual Studio. Il est là. Voilà, je vais faire un nouveau projet. Allez, classe library sera parfait. Ok. Maintenant, je reviens un peu sur ce site. Et alors là, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Là, il y a un flux RSS. Alors, un flux RSS, c'est du XML. On va regarder ça. View source. Voilà, le meilleur éditeur de XML du monde, Notepad. Bon, c'est pas très lisible, mais on sait que c'est du XML. Maintenant, je vais prendre ce XML. Je fais un copier. Et puis, je viens dans Visual Studio. Je viens ici, et là, j'ai Edit, Paste Special, et là, j'ai Paste XML as Classes. Oups. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça a analysé le XML et ça m'a généré automatiquement des classes de sérialisation qui vont bien pour manipuler du flux RSS. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel XML. Bon, c'est un raccourci, mais bon, je trouve ça assez sympathique. Voilà, c'était WCF. Alors, les sujets qu'on va voir maintenant, en fait, je vais les faire assez rapidement. On n'est plus dans le cœur du framework. C'est pour vous donner des pointeurs plus sur. Il y a des sessions sur ces sujets-là. Donc, première chose, Windows Workflow. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ce qu'on attendait depuis un petit moment, à savoir que les expressions dans les workflows avant, c'était uniquement en VB. Maintenant, on peut les faire en C#. C'est bien quand même qu'on ait le choix. Et puis, on avait un type de workflow qui avait disparu, c'était les state machines. Ils reviennent, enfin. Il faut dire que tout le monde les avait réclamés. Bien sûr, on a aussi le contract first sur les workflows, et puis les performances ont été améliorées. Au niveau d'ASP.NET, un des focus évidents, c'est HTML5. HTML5 et les WebSockets. Et puis, les autres parties, ça va être les performances. Donc, on a une compilation qui est plus rapide, multicore GIT, donc qui va utiliser tous les corps de la machine et qui permet en fait un démarrage plus rapide des sites assez imposants. Et puis au niveau de l'écriture, notamment des réponses, on a la possibilité d'utiliser de l'asynchrone. Après, il y a eu aussi des petites choses au niveau JavaScript, donc des fonctions de ce qu'on appelle bundling, c'est-à-dire que dans certains cas, dans une page ASP.NET, vous pouvez avoir du JavaScript de validation. Et il peut être séparé en plusieurs fichiers. Donc là, il y a la possibilité, ils peuvent être regroupés automatiquement. Et la minification, ce terme me paraît toujours bizarre. Donc c'est le fait de compresser les fichiers JS, voilà, on l'a. Voilà. Donc plein de choses à voir. Il y a une session là-dessus. WPF, alors là aussi, il y a plein de choses. Donc le ruban qui est inclus, la possibilité avant. En fait, on pouvait binder, c'est-à-dire relier une partie de l'IHM sur des propriétés statiques. Le problème, c'est quand ces propriétés statiques bougeaient, on ne pouvait pas être notifié sur l'IHM. Maintenant, c'est possible. C'est possible au travers d'une convention de nommage. Donc, je vous laisserai voir ça. Voilà. On a une uniformisation également vis-à-vis de Silverlight. Donc, on a une interface dans Silverlight qui permet de traiter les erreurs de validation lors des saisies. On va la retrouver au niveau WPF. Enfin, d'autres petites choses, le délai sur les bindings. Donc, imaginez par exemple, vous avez un slider qui est relié sur une propriété d'un objet. Avant,
à chaque fois que ça changeait de valeur, ça mettait à jour l'objet. Là, on a la possibilité de dire, quand on bind, tu mets à jour qu'au bout d'un certain temps. Ce qui fait qu'on aura moins de mise à jour. Donc ça peut être utile. Et enfin, des performances améliorées au niveau du items control. Et je vais finir justement par une petite démo extrêmement rapide pour vous montrer les différences de performance. Voilà. Alors, hop. Voilà, j'ai une application WPF extrêmement simple qui affiche des données dans une listbox. Et alors, la petite particularité, c'est qu'elle utilise le groupage. Alors, j'en affiche, là, je le charge avec 90 000. Je crée d'abord une collection et ensuite, je bind la collection à la listbox. Faisons F5 et je vais faire Go. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, ah non, là, elle me dit prêt. Et une fois que elle a créé la collection de 90 000 éléments, je fais OK et regardez là. Ouh. Bon, j'ai le temps d'aller prendre des cafés là. Si je reviens sur le framework 4.5, je vais prendre la même chose, la même application. Donc là voilà. Alors la seule petite différence qu'elle a, c'est au niveau de la déclaration de la listbox, il y a une propriété supplémentaire. Cette propriété supplémentaire, c'est is virtualizing when grouping. On fait F5, c'est exactement la même. Go, ça crée la collection, ça me met prêt, je fais OK, et voilà, le résultat est fini. Donc en fait, on a maintenant la virtualisation sur le groupage, et donc les performances sont améliorées. Voilà. Cette démo se conclura en fait la session. Si vous voulez voir d'autres choses, je vous ai listé les sessions qui permettent de compléter sur WPF et ASP.NET. Voilà. Et si vous avez la web app, vous pouvez utiliser le QR code. Merci.